La cousine bête par Honoré de Balzac. Partie 8 du livre audio. Le comte de Forzame lut la lettre suivante qui se trouvait sur le dossier. À son Excellence le Président de Conseil. Confidentiel. Alger, le. Mon cher prince, nous avons sur les bras une bien mauvaise affaire, comme vous le verrez par la procédure que je vous envoie. En résumé, le baron Hulot d'Ervy a envoyé dans la province d'Eau un de ses oncles pour tripoter sur les grains et sur les fourrages, en lui donnant pour complice un garde-magasin. Ce garde-magasin a fait des aveux pour se rendre intéressant et a fini par s'évader. Le procureur du roi a mené rudement l'affaire en ne voyant que 2 subalternes en cause. Mais Johann Fischer, oncle de votre directeur général, se voyant sur le point d'être traduit en cour d'assises, s'est poignardé dans sa prison avec un clou. Tout aurait été fini là si ce digne et honnête homme, trompé vraisemblablement, et par son complice et par son neveu, ne s'était pas avisé d'écrire au baron Hulot. Cette lettre, saisie par le parquet, a tellement étonné le procureur du roi qu'il est venu me voir. Ce serait un coup si terrible que l'arrestation et la mise en accusation d'un conseiller d'État, d'un directeur général qui compte tant de bons et loyaux services, car il nous a sauvés tous après la Bérésina en réorganisant l'administration, que je me suis fait communiquer les pièces. Faut-il que l'affaire suive son cours? Faut-il, le principal coupable visible étant mort, étouffer ce procès en faisant condamner le garde-magasin par contumace? Le procureur général consent à ce que les pièces vous soient transmises. Et le baron d'Ervy étant domicilié à Paris, le procès sera du ressort de votre cour royale. Nous avons trouvé ce moyen, assez louche, de nous débarrasser momentanément de la difficulté. Seulement, mon cher maréchal, prenez un parti promptement. On parle déjà beaucoup trop de cette déplorable affaire qui nous ferait autant de mal qu'elle en causera si la complicité du grand coupable, qui n'est encore connue que du procureur du roi, du juge d'instruction, du procureur général et de moi, venait à s'ébruiter. Là, ce papier tomba des mains du maréchal Hulot. Il regarda son frère. Il vit qu'il était inutile de compulser le dossier. Mais il chercha la lettre de Johann Fischer et la lui tendit après l'avoir lue en 2 regards. De la prison d'Eau. Mon neveu, quand vous lirez cette lettre, je n'existerai plus. Soyez tranquille, on ne trouvera pas de preuves contre vous. Moi, mort, votre jésuite de Chardin en fuite, le procès s'arrêtera. La figure de notre Adeline, si heureuse par vous, m'a rendu la mort très douce. Vous n'avez plus besoin d'envoyer les 200 000 francs. Adieu. Cette lettre vous sera remise par un détenu sur qui je crois pouvoir compter. Johann Fischer. Je vous demande pardon, dit avec une touchante fierté le maréchal Hulot au prince de Wissembourg. Allons, tutoie-moi toujours, Hulot, répliqua le ministre en serrant la main de son vieil ami. Le pauvre lancier n'a tué que lui, dit-il en foudroyant Hulot d'Ervy d'un regard. Combien avez-vous pris? Dit sévèrement le comte de Forzame à son frère. 200 000 francs. Mon cher ami, dit le comte en s'adressant au ministre, vous aurez les 200 000 francs sous 48 heures. On ne pourra jamais dire qu'un homme portant le nom de Hulot a fait tort d'un denier à la chose publique. Quel enfantillage, dit le maréchal. Je sais où sont les 200 000 francs et je vais les faire restituer. Donnez vos démissions et demandez votre retraite, reprit-il en faisant voler une double feuille de papier tellière jusqu'à l'endroit où s'était assis à la table le conseiller d'État dont les jambes flageolaient. Ce serait une honte pour nous tous que votre procès. Aussi ai-je obtenu du Conseil des ministres la liberté d'agir comme je le fais. Puisque vous acceptez la vie sans l'honneur, sans mon estime,
une vie dégradée, vous aurez la retraite qui vous est due. Seulement, faites-vous bien oublier. » Le maréchal sonna. « L'employé Marneffe est-il là ?»« Oui, monseigneur, » dit l'huissier. « Qu'il entre. »« Vous, » s'écria le ministre en voyant Marneffe, « et votre femme. Vous avez sciemment ruiné le baron d'Ervy que voici. »« Monsieur le ministre, je vous demande pardon. Nous sommes très pauvres. Je n'ai que ma place pour vivre, et j'ai 2 enfants, dont le petit dernier aura été mis dans ma famille par monsieur le baron. »« Quelle figure de coquin !» dit le prince en montrant Marneffe au maréchal Hulot. « Trêve de discours à las Ganarelle, reprit-il. Vous rendrez 200 000 francs ou vous irez en Algérie. »« Mais, monsieur le ministre, vous ne connaissez pas ma femme, elle a tout mangé. Monsieur le baron invitait tous les jours 6 personnes à dîner. On dépensait chez moi 50 000 francs par an. »« Retirez-vous !» dit le ministre de la voix formidable qui sonnait la charge au fort des batailles. « Vous recevrez avis de votre changement dans 2 heures. Allez !»« Je préfère donner ma démission, » dit insolemment Marneffe, « car c'est trop d'être ce que je suis et battu. Je ne serai pas content, moi. » Et il sortit. « Quel impudent drôle !» dit le prince. Le maréchal Hulot, qui pendant cette scène était resté debout, immobile, pâle comme un cadavre, examinant son frère à la dérobée, alla prendre la main du prince, et lui répéta « Dans 48 heures, le tort matériel sera réparé. Mais l'honneur... Adieu, maréchal, c'est le dernier coup qui tue. »« Oui, j'en mourrai, » lui dit-il à l'oreille. « Pourquoi diantre es-tu venu ce matin ?» répondit le prince ému. « Je venais pour sa femme, » répliqua le comte en montrant Hector. « Elle est sans pain, surtout maintenant. »« Il a sa retraite. Elle est engagée. »« Il faut avoir le diable au corps, » dit le prince en haussant les épaules. « Quels filtres vous font donc avaler ces femmes-là pour vous ôter l'esprit ?» demanda-t-il à Hulot d'Ervy. « Comment pouviez-vous, qui connaissiez la minutieuse exactitude avec laquelle l'administration française écrit tout, verbalise sur tout, consomme des rames de papier pour constater l'entrée et la sortie de quelques centimes, vous qui déploriez qu'il fallût des centaines de signatures pour des riens, pour libérer un soldat, pour acheter des étrilles, comment pouviez-vous donc espérer de cacher un vol pendant longtemps ? Et les journaux ? Et les envieux ? Et les gens qui voudraient voler ? Ces femmes-là vous ôtent donc le bon sens ? Elles vous mettent donc des coquilles de noix sur les yeux ? Ou vous êtes donc fait autrement que nous autres ? Il fallait quitter l'administration du moment où vous n'étiez plus un homme, mais un tempérament. Si vous avez joint tant de sottises à votre crime, vous finirez... Je ne veux pas vous dire où. Promets-moi de t'occuper d'elle, Cotin, demanda le comte de Pforzheim, qui n'entendait rien et qui ne pensait qu'à sa belle-sœur. « Sois tranquille, » dit le ministre. « Eh bien, merci, et adieu. Venez, monsieur, » dit-il à son frère. Le prince regarda d'un œil en apparence calme les 2 frères, si différents d'attitude, de conformation et de caractère, le brave et le lâche, le voluptueux et le rigide, l'honnête et le concussionnaire. Et il se dit « Ce lâche ne saura pas mourir. Et mon pauvre Hulot, si probe, à la mort dans son sac, lui. » Il s'assit dans son fauteuil et reprit la lecture des dépêches d'Afrique par un mouvement qui peignait à la fois le sang-froid du capitaine et la pitié profonde que donne le spectacle des champs de bataille. Car il n'y a rien de plus humain en réalité que les militaires, si rudes en apparence, et à qui l'habitude de la guerre communique cet absolu glacial si nécessaire sur les champs de bataille. Le lendemain, quelques journaux contenaient, sous des rubriques différentes, ces différents articles. Monsieur le baron Hulot d'Ervy vient de demander sa retraite. Les désordres de la comptabilité de l'administration algérienne qui ont été signalés par la mort et par la fuite de 2 employés ont influé sur la détermination prise par ce haut fonctionnaire.
En apprenant les fautes commises par des employés, en qui, malheureusement, il avait placé sa confiance, Monsieur le baron Hulot a éprouvé dans le cabinet même du ministre une attaque de paralysie. Monsieur Hulot d'Hervy, frère du maréchal, compte 45 ans de service. Cette résolution, vainement combattue, a été vue avec regret par tous ceux qui connaissent Monsieur Hulot, dont les qualités privées égalent les talents administratifs. Personne n'a oublié le dévouement de l'ordonnateur en chef de la garde impériale à Varsovie, ni l'activité merveilleuse avec laquelle il a su organiser les différents services de l'armée improvisée en 1815 par Napoléon. C'est encore une des gloires de l'époque impériale qui va quitter la scène. Depuis 1830, Monsieur le baron Hulot n'a cessé d'être une des lumières nécessaires au Conseil d'État et au ministère de la Guerre. Alger. L'affaire dite des fourrages, à laquelle quelques journaux ont donné des proportions ridicules, est terminée par la mort du principal coupable. Le sieur Johann Wisch s'est tué dans sa prison et son complice est en fuite. Mais il sera jugé par contumace. Wisch, ancien fournisseur des armées, était un honnête homme, très estimé, qui n'a pas supporté l'idée d'avoir été la dupe du sieur Chardin, le garde-magasin en fuite. Et au fait Paris, on lisait ceci. Monsieur le maréchal, ministre de la guerre, pour éviter à l'avenir tout désordre, a résolu de créer un bureau de subsistance en Afrique. On désigne un chef de bureau, monsieur Marneffe, comme devant être chargé de cette organisation. La succession du baron Hulot excite toutes les ambitions. Cette direction est, dit-on, promise à monsieur le comte Martial de la Roche-Hugon, député, beau-frère de monsieur le comte de Rastignac. Monsieur Massol, maître des requêtes, serait nommé conseiller d'État, et monsieur Claude Vignon, maître des requêtes. De toutes les espèces de canards, la plus dangereuse pour les journaux de l'opposition, c'est le canard officiel. Quelque rusés que soient les journalistes, ils sont parfois les dupes volontaires ou involontaires de l'habileté de ceux d'entre eux qui, de la presse, ont passé, comme Claude Vignon, dans les hautes régions du pouvoir. Le journal ne peut être vaincu que par le journaliste. Aussi doit-on se dire, en travestissant Voltaire, « Le fait Paris n'est pas ce qu'un vain peuple pense. » Le maréchal Hulot ramena son frère, qui se tint sur le devant de la voiture, en laissant respectueusement son aîné dans le fond. Les deux frères n'échangèrent pas une parole. Hector était anéanti. Le maréchal resta concentré, comme un homme qui rassemble ses forces et qui les bande pour soutenir un poids écrasant. Rentré dans son hôtel, il amena, sans dire un mot et par des gestes impératifs, son frère dans son cabinet. Le comte avait reçu de l'empereur Napoléon une magnifique paire de pistolets de la manufacture de Versailles. Il tira la boîte, sur laquelle était gravée l'inscription « Donnée par l'empereur Napoléon au général Hulot », du secrétaire où il la mettait, et la montrant à son frère, il lui dit « Voilà ton médecin ». Lisbeth, qui regardait par la porte entrebâillée, courut à la voiture et donna l'ordre d'aller au grand trot rue Plumet. En 20 minutes à peu près, elle amena la baronne instruite de la menace du maréchal à son frère. Le comte, sans regarder son frère, sonna pour demander son factotum. Le vieux soldat qui le servait depuis 30 ans. « Beaupied, lui dit-il, amène-moi mon notaire, le comte Steinbock, ma nièce Hortense et l'agent de change du trésor. Il est 10h30. Il me faut tout ce monde à midi. Prends des voitures, et va plus vite que ça, dit-il en retrouvant une locution républicaine qu'il avait souvent à la bouche jadis. Et il fit la moue terrible qui rendait ses soldats attentifs quand il examinait les genêts de la Bretagne en 1799. Voir les Chouans. « Vous serez obéi, maréchal, » dit Beaupied en mettant le revers de sa main à son front. Sans s'occuper de son frère, le vieillard revint dans son cabinet, prit une clé cachée dans un secrétaire et ouvrit une cassette en malachite plaquée sur acier, présent de l'empereur Alexandre. Par ordre de l'empereur Napoléon,
Il était venu rendre à l'empereur russe des effets particuliers pris à la bataille de Dresde et contre lesquels Napoléon espérait obtenir Vandamme. Le tsar récompensa magnifiquement le général Hulot en lui donnant cette cassette et lui dit qu'il espérait pouvoir un jour avoir la même courtoisie pour l'empereur des Français. Mais il garda Vandamme. Les armes impériales de Russie étaient en or sur le couvercle de cette boîte garnie tout en or. Le maréchal compta les billets de banque et l'or qui s'y trouvait. Il possédait 152 000 francs. Il laissa échapper un mouvement de satisfaction. En ce moment, Madame Hulot entra dans un état à attendrir des juges politiques. Elle se jeta sur Hector en regardant la boîte de pistolets et le maréchal, alternativement, d'un air fou. « Qu'avez-vous contre votre frère ? Que vous a fait mon mari ?» dit-elle d'une voix si vibrante que le maréchal l'entendit. « Il nous a déshonorés tous !» répondit le vieux soldat de la République, qui rouvrit par cet effort une de ses blessures. « Il a volé l'État. Il m'a rendu mon nom odieux. Il me fait souhaiter de mourir. Il m'a tué. Je n'ai de force que pour accomplir la restitution. J'ai été humilié devant le Condé de la République, devant l'homme que j'estime le plus, et à qui j'ai donné injustement un démenti, le prince de Wissembourg. Est-ce rien, cela ? Voilà son compte avec la patrie. » Il essuya une larme. « À sa famille, maintenant, » reprit-il. « Il vous arrache le pain que je vous gardais, le fruit de 30 ans d'économie, le trésor des privations du vieux soldat. Voilà ce que je vous destinais, » dit-il en montrant les billets de banque. Il a tué son oncle Fischer, noble et digne enfant de l'Alsace, qui n'a pas, comme lui, pu soutenir l'idée d'une tâche à son nom de paysan. Enfin, Dieu, par une clémence adorable, lui avait permis de choisir un ange entre toutes les femmes. Il a eu le bonheur inouï de prendre pour épouse une Adeline. Et il l'a trahie. Il l'a abreuvée de chagrin. Il l'a quittée pour des catins, pour des gourgandines, pour des sauteuses, des actrices, des cadines, des Josépha, des Marnefs. Et voilà l'homme de qui j'ai fait mon enfant, mon orgueil. Va, malheureux, si tu acceptes la vie infâme que tu t'es faite, sors. Moi, je n'ai pas la force de maudire un frère que j'ai tant aimé. Je suis aussi faible pour lui que vous l'êtes, Adeline. Mais qu'il ne reparaisse plus devant moi. Je lui défends d'assister à mon convoi, de suivre mon cercueil. Qu'il ait la pudeur du crime, s'il n'en a pas le remords. » Le maréchal, devenu blême, se laissa tomber sur le divan de son cabinet, épuisé par ces solennelles paroles. Et, pour la première fois de sa vie, peut-être, 2 larmes roulèrent de ses yeux et sillonnèrent ses joues. « Mon pauvre oncle Fischer !» s'écria Lisbeth, qui se mit un mouchoir sur les yeux. « Mon frère !» dit Adeline en venant s'agenouiller devant le maréchal. « Vivez pour moi, aidez-moi dans l'œuvre que j'entreprendrai de réconcilier Hector avec la vie, de lui faire racheter ses fautes. »« Lui !» dit le maréchal. « S'il vit, il n'est pas au bout de ses crimes. Un homme qui a méconnu une Adeline et qui a éteint en lui les sentiments du vrai républicain, cet amour du pays, de la famille et du pauvre que je m'efforçais de lui inculquer, cet homme est un monstre, un pourceau. Emmenez-le, si vous l'aimez encore, car je sens en moi une voix qui me crie de charger mes pistolets et de lui faire sauter la cervelle. En le tuant, je vous sauverai tous, et je le sauverai de lui-même. » Le vieux maréchal se leva par un mouvement si redoutable que la pauvre Adeline s'écria « Viens, Hector !» Elle saisit son mari, l'emmena, quitta la maison, entraînant le baron, si défait qu'elle fut obligée de le mettre en voiture pour le transporter rue Plumet, où il prit le lit. Cet homme, quasi dissous, y resta plusieurs jours, refusant toute nourriture sans dire un mot. Adeline obtenait, à force de larmes, qu'il avalât des bouillons. Elle le gardait, assise à son chevet, et ne sentant plus, de tout sentiment qui naguère lui remplissait le cœur, qu'une pitié profonde. À 12h30, Lisbeth introduisit dans le cabinet de son cher maréchal, qu'elle ne quittait pas, tant elle fut effrayée des changements qui s'opéraient en lui, le notaire et le comte Steinbock. « Monsieur le comte, dit le maréchal,
Je vous prie de signer l'autorisation nécessaire à ma nièce, votre femme, pour vendre une inscription de rente dont elle ne possède encore que la nue propriété. Mademoiselle Fischer, vous acquiescerez à cette vente en abandonnant votre usufruit. « Oui, cher comte, dit Lisbeth sans hésiter. « Bien, ma chère, répondit le vieux soldat. J'espère vivre assez pour vous récompenser. Je ne doutais pas de vous. Vous êtes une vraie républicaine, une fille du peuple. » Il prit la main de la vieille fille et y mit un baiser. « Monsieur Hannequin, dit-il au notaire, faites l'acte nécessaire sous forme de procuration, que je l'aide d'ici à 2 heures afin de pouvoir vendre la rente à la bourse d'aujourd'hui. Ma nièce, la comtesse, a le titre. Elle va venir. Elle signera l'acte quand vous la porterez, ainsi que mademoiselle. Monsieur le comte vous accompagnera chez vous pour vous donner sa signature. » L'artiste, sur un signe de Lisbeth, salua respectueusement le maréchal et sortit. Le lendemain, à 10 heures du matin, le comte de Pforzheim se fit annoncer chez le prince de Wissembourg et fut aussitôt admis. « Eh bien, mon cher Hulot, dit le maréchal Cotin en présentant les journaux à son vieil ami, nous avons, vous le voyez, sauvé les apparences. Lisez. » Le maréchal Hulot posa les journaux sur le bureau de son vieux camarade et lui tendit 200 000 francs. « Voici ce que mon frère a pris à l'État, dit-il. »« Quelle folie !» s'écria le ministre. « Il nous est impossible, ajouta-t-il en prenant le cornet que lui présenta le maréchal et lui parlant dans l'oreille, d'opérer cette restitution. Nous serions obligés d'avouer les concussions de votre frère et nous avons tout fait pour les cacher. Faites-en ce que vous voudrez. Mais je ne veux pas qu'il y ait dans la fortune de la famille Hulot 1 liard de volé dans les deniers de l'État, dit le comte. Je prendrai les ordres du roi à ce sujet. N'en parlons plus, répondit le ministre, en reconnaissant l'impossibilité de vaincre le sublime entêtement du vieillard. Adieu, Cotin, dit le vieillard en prenant la main du prince de Wissembourg. Je me sens l'âme gelée. Puis, après avoir fait un pas, il se retourna, regarda le prince, qu'il vit ému fortement. Il ouvrit les bras pour l'y serrer, et le prince embrassa le maréchal. « Il me semble que je dis adieu, dit-il, à toute la grande armée, en ta personne. »« Adieu donc, mon bon et vieux camarade, » dit le ministre. « Oui, adieu, car je vais où sont tous ceux de nos soldats que nous avons pleurés. » En ce moment, Claude Vignon entra. Les 2 vieux débris des phalanges napoléoniennes se saluèrent gravement, en faisant disparaître toute trace d'émotion. « Vous avez dû, mon prince, être content des journaux, » dit le futur maître des requêtes. « J'ai manœuvré de manière à faire croire aux feuilles de l'opposition qu'elles publiaient nos secrets. »« Malheureusement, tout est inutile, » répliqua le ministre, qui regarda le maréchal s'en allant par le salon. « Je viens de dire un dernier adieu qui m'a fait bien du mal. Le maréchal Hulot n'a pas 3 jours à vivre. Je l'ai bien vu d'ailleurs, hier. Cet homme, une de ses probités divines, un soldat respecté par les boulets malgré sa bravoure, tenez, là, sur ce fauteuil, a reçu le coup mortel, et de ma main, par un papier. Sonnez et demandez ma voiture. Je vais à Neuilly, dit-il en serrant les 200 000 francs dans son portefeuille ministériel. Malgré les soins de Lisbeth, 3 jours après, le maréchal Hulot était mort. De tels hommes sont l'honneur des partis qu'ils ont embrassés. Pour les républicains, le maréchal était l'idéal du patriotisme. Aussi se trouvèrent-ils tous à son convoi, qui fut suivi d'une foule immense. L'armée, l'administration, la cour, le peuple, tout le monde vint rendre hommage à cette haute vertu, à cette intacte probité, à cette gloire si pure. N'a pas, qui veut, le peuple à son convoi. Ces obsèques furent marquées par un de ces témoignages pleins de délicatesse, de bon goût et de cœur, qui, de loin en loin, rappellent les mérites et la gloire de la noblesse française. Derrière le cercueil du maréchal, on vit le vieux marquis de Montauban, le frère de celui qui, dans la levée de boucliers des Chouans en 1799, avait été l'adversaire
et l'adversaire malheureux de Hulot. Le marquis, en mourant sous les balles des Bleus, avait confié les intérêts de son jeune frère aux soldats de la République, voire les Chouans. Hulot avait si bien accepté le testament verbal du noble qu'il réussit à sauver les biens de ce jeune homme, alors émigré. Ainsi, l'hommage de la vieille noblesse française ne manqua pas aux soldats qui, 9 ans auparavant, avaient vaincu Madame. Cette mort, arrivée 4 jours avant la dernière publication de son mariage, fut pour Lisbeth le coup de foudre qui brûle la moisson engrangée avec la grange. La Lorraine, comme il arrive souvent, avait trop réussi. Le maréchal était mort des coups portés à cette famille, par elle et par Madame Marneffe. La haine de la vieille fille, qui semblait assouvie par le succès, s'accrut de toutes ses espérances trompées. Lisbeth alla pleurer de rage chez Madame Marneffe, car elle fut sans domicile, le maréchal ayant subordonné la durée de son bail à celle de sa vie. Crevel, pour consoler l'ami de sa Valérie, en prit les économies, les doubla largement et plaça ce capital en 5% en lui donnant l'usufruit et mettant la propriété au nom de Célestine. Grâce à cette opération, Lisbeth posséda 2000 francs de rente viagère. On trouva, lors de l'inventaire, un mot du maréchal à sa belle-sœur, à sa nièce Hortense et à son neveu Victorin, qui les chargeait de payer, à eux trois, 1200 francs de rente viagère, à celle qui devait être sa femme, mademoiselle Lisbeth Fischer. Adeline, voyant le baron entre la vie et la mort, réussit à lui cacher pendant quelques jours le décès du maréchal. Mais Lisbeth vint en deuil, et la fatale vérité lui fut révélée 11 jours après les funérailles. Ce coup terrible rendit de l'énergie au malade. Il se leva, trouva toute sa famille réunie au salon, habillée en noir, et elle devint silencieuse à son aspect. En 15 jours, Hulot, devenu maigre comme un spectre, offrit à sa famille une ombre de lui-même. « Il faut prendre un parti », dit-il d'une voix éteinte en s'asseyant sur un fauteuil et regardant cette réunion où manquaient Crevel et Steinbock. « Nous ne pouvons plus rester ici », faisait observer Hortense au moment où son père se montra. « Le loyer est trop cher. » « Quant à la question du logement, » dit Victorin en rompant ce pénible silence, « j'offre à ma mère… » En entendant ces mots, qui semblaient l'exclure, le baron releva sa tête inclinée vers le tapis où il contemplait les fleurs sans les voir, et jeta sur l'avocat un déplorable regard. Les droits du père sont toujours si sacrés, même lorsqu'il est infâme et dépouillé d'honneur, que Victorin s'arrêta. « À votre mère, » reprit le baron. « Vous avez raison, mon fils. » « L'appartement au-dessus du nôtre, dans notre pavillon, » dit Célestine, achevant la phrase de son mari. « Je vous gêne, mes enfants, » dit le baron avec la douceur des gens qui se sont condamnés eux-mêmes. « Oh, soyez sans inquiétude pour l'avenir. Vous n'aurez plus à vous plaindre de votre père, et vous ne le reverrez qu'au moment où vous n'aurez plus à rougir de lui. » Il alla prendre Hortense et la baisa au front. Il ouvrit ses bras à son fils qui s'y jeta désespérément en devinant les intentions de son père. Le baron fit un signe à Lisbeth, qui vint, et il l'embrassa au front. Puis il se retira dans sa chambre où Adeline, dont l'inquiétude était poignante, le suivit. « Mon frère avait raison, Adeline, » lui dit-il en la prenant par la main. « Je suis indigne de la vie de famille. Je n'ai pas osé bénir autrement que dans mon cœur mes pauvres enfants, dont la conduite a été sublime. Dis-leur que je n'ai pu que les embrasser, car d'un homme infâme, d'un père qui devient l'assassin, le fléau de la famille au lieu d'en être le protecteur et la gloire, une bénédiction pourrait être funeste. Mais je les bénirai de loin, tous les jours. Quant à toi, Dieu seul, car il est tout-puissant, peut te donner des récompenses proportionnées à tes mérites. Je te demande pardon, dit-il en s'agenouillant devant sa femme, lui prenant les mains et les mouillant de larmes. Hector, Hector, tes fautes sont grandes, mais la miséricorde divine est infinie, et tu peux tout réparer en restant avec moi. Relève-toi, dans des sentiments chrétiens. Mon ami,
Je suis ta femme et non ton juge. Je suis ta chose. Fais de moi tout ce que tu voudras. Mène-moi où tu iras. Je me sens la force de te consoler, de te rendre la vie supportable, à force d'amour, de soins et de respect. Nos enfants sont établis. Ils n'ont plus besoin de moi. Laisse-moi tâcher d'être ton amusement, ta distraction. Permets-moi de partager les peines de ton exil, de ta misère, pour les adoucir. Je te serai toujours bonne à quelque chose, ne fût-ce qu'à t'épargner la dépense d'une servante. Me pardonnes-tu, ma chère et bien-aimée Adeline? Oui, mais, mon ami, relève-toi. Eh bien, avec ce pardon, je pourrai vivre. Reprit-il en se relevant. Je suis rentré dans notre chambre pour que nos enfants ne fussent pas témoins de l'abaissement de leur père. Ah, voir tous les jours devant soi un père, criminel comme je le suis, il y a quelque chose d'épouvantable qui ravale le pouvoir paternel et qui dissout la famille. Je ne puis donc rester au milieu de vous. Je vous quitte pour vous épargner l'odieux spectacle d'un père sans dignité. Ne t'oppose pas à ma fuite, Adeline. Ce serait armer toi-même le pistolet avec lequel je me ferais sauter la cervelle. Enfin, ne me suis pas dans ma retraite. Tu me priverais de la seule force qui me reste, celle du remords. L'énergie d'Hector imposa silence à la mourante Adeline. Cette femme, si grande au milieu de tant de ruines, puisait son courage dans son intime union avec son mari. Car elle le voyait à elle, elle apercevait la mission sublime de le consoler, de le rendre à la vie de famille et de le réconcilier avec lui-même. « Hector, tu veux donc me laisser mourir de désespoir, d'anxiété, d'inquiétude ?» dit-elle en se voyant enlever le principe de sa force. « Je te reviendrai, ange descendu du ciel, je crois, exprès pour moi. Je vous reviendrai, sinon riche, du moins dans l'aisance. Écoute, ma bonne Adeline, je ne puis rester ici par une foule de raisons. D'abord, ma pension, qui sera de 6 000 francs, est engagée pour 4 ans. Je n'ai donc rien. Ce n'est pas tout. Je vais être sous le coup de la contrainte par corps dans quelques jours, à cause des lettres de change souscrites à Vauvinet. Ainsi, je dois m'absenter, jusqu'à ce que mon fils, à qui je vais laisser des instructions précises, ait racheté ses titres. Ma disparition aidera puissamment cette opération. Lorsque ma pension de retraite sera libre, lorsque Vauvinet sera payé, je vous reviendrai. Tu décèlerais le secret de mon exil. Sois tranquille, ne pleure pas, Adeline. Il ne s'agit que d'1 mois. Où iras-tu? Que feras-tu? Que deviendras-tu? Qui te soignera, toi qui n'es plus jeune? Laisse-moi disparaître avec toi. Nous irons à l'étranger, dit-elle. Eh bien, nous allons voir, répondit-il. Le baron sonna, donna l'ordre à Mariette de rassembler tous ses effets, de les mettre secrètement et promptement dans des malles. Puis il pria sa femme, après l'avoir embrassée avec une effusion de tendresse à laquelle elle n'était pas habituée, de le laisser un moment seul pour écrire les instructions dont avait besoin Victorin, en lui promettant de ne quitter la maison qu'à la nuit et avec elle. Dès que la baronne fut rentrée au salon, le fin vieillard passa par le cabinet de toilette, gagna l'antichambre et sortit en remettant à Mariette un carré de papier sur lequel il avait écrit « Adressez mes malles par le chemin de fer de Corbeil à monsieur Hector, bureau restant à Corbeil. » Le baron, monté dans un fiacre, courait déjà dans Paris lorsque Mariette vint montrer à la baronne ce mot en lui disant que monsieur venait de sortir. Adeline s'élança dans la chambre en tremblant plus fortement que jamais. Ses enfants, effrayés, l'y suivirent en entendant un cri perçant. On releva la baronne évanouie. Il fallut la mettre au lit, car elle fut prise d'une fièvre nerveuse qui la tint entre la vie et la mort pendant 1 mois. « Où est-il » était la seule parole qu'on obtenait d'elle. Les recherches de Victorin furent infructueuses. Voici pourquoi. Le baron s'était fait conduire à la place du Palais-Royal. Là, cet homme qui retrouva tout son esprit pour accomplir un dessein prémédité pendant les jours où il était resté dans son lit anéanti de douleur et de chagrin, traversa le Palais-Royal et alla prendre une magnifique voiture de remise rue Joquelet. D'après l'ordre reçu,
le cocher entra rue de la Ville-l'Évêque, au fond de l'hôtel Josépha, dont les portes s'ouvrirent, au cri du cocher, pour cette splendide voiture. Josépha vint, amené par la curiosité. Son valet de chambre lui avait dit qu'un vieillard impotent, incapable de quitter sa voiture, la priait de descendre pour un instant. « Josépha, c'est moi !» L'illustre cantatrice ne reconnut son hulot qu'à la voix. « Comment ? C'est toi, mon pauvre vieux. Ma parole d'honneur, tu ressembles aux pièces de 20 francs que les Juifs d'Allemagne ont lavées et que les changeurs refusent. »« Hélas, oui, » répondit Hulot. « Je sors des bras de la mort. Mais tu es toujours belle, toi. Seras-tu bonne ? » ?»« C'est selon, tout est relatif, » dit-elle. « Écoute-moi, » reprit Hulot. « Peux-tu me loger dans une chambre de domestique, sous les toits, pendant quelques jours ? Je suis sans un liard, sans espérance, sans pain, sans pension, sans femme, sans enfant, sans asile, sans honneur, sans courage, sans amis, et pis que cela, sous le coup de lettres de change. »« Pauvre vieux, c'est bien décent. Es-tu aussi sans culotte ? » ?»« Tu ris, je suis perdu, » s'écria le baron. « Je comptais cependant sur toi, comme Gourville sur Ninon. »« C'est, m'a-t-on dit, demanda Josépha, une femme du monde qui t'a mis dans cet état-là ? Les farceuses s'entendent mieux que nous à la plumaison du dinde. »« Oh, te voilà comme une carcasse abandonnée par les corbeaux. On voit le jour à travers. »« Le temps presse, Josépha. »« Entre, mon vieux. Je suis seul et mes gens ne te connaissent pas. Renvoie ta voiture. Est-elle payée ? » ?»« Oui, » dit le baron en descendant appuyé sur le bras de Josépha. « Tu passeras, si tu veux, pour mon père, » dit la cantatrice prise de pitié. Elle fit asseoir Hulot dans le magnifique salon où il l'avait vu la dernière fois. « Est-ce vrai, vieux, » reprit-elle, « que tu as tué ton frère et ton oncle, ruiné ta famille, surhypothéqué la maison de tes enfants et mangé la grenouille du gouvernement en Afrique avec la princesse ?» Le baron inclina tristement la tête. « Eh bien, j'aime cela !» s'écria Josépha, qui se leva pleine d'enthousiasme. « C'est un brûlage général. C'est Sardanapale, c'est grand, c'est complet. On est une canaille, mais on a du cœur. Eh bien, moi, j'aime mieux un mange-tout passionné comme toi pour les femmes que ces froids banquiers sans âme qu'on dit vertueux et qui ruinent des milliers de familles avec leurs rails qui sont de l'or pour eux et du fer pour les gogos. Toi, tu n'as ruiné que les tiens. Tu n'as disposé que de toi. Et puis, tu as une excuse. Et physique et morale. » Elle se posa tragiquement et dit « C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. » « Et voilà, » ajouta-t-elle en pirouettant. Hulot se trouvait absous par le vice. Le vice lui souriait au milieu de son luxe effréné. La grandeur des crimes était là, comme pour les jurés, une circonstance atténuante. « Est-elle jolie, ta femme du monde, au moins ?» demanda la cantatrice en essayant, pour première aumône, de distraire Hulot, dont la douleur la navrait. « Ma foi, presque autant que toi, » répondit finement le baron. « Et bien farce, m'a-t-on dit. Que te faisait-elle donc ? Est-elle plus drôle que moi ? » ?»« N'en parlons plus, » dit Hulot. « On dit qu'elle a enguirlandé mon Crevel, le petit Steinbock et un magnifique Brésilien. »« C'est bien possible. »« Elle est dans un hôtel aussi joli que celui-ci, donné par Crevel. Cette gueuse-là, c'est mon prévôt. Elle achève les gens que j'ai entamés. Voilà, vieux, pourquoi je suis si curieuse de savoir comment elle est. Je l'ai entrevue en calèche au bois, mais de loin. C'est, m'a dit Carabine, une voleuse finie. Elle essaie de manger Crevel, mais elle ne pourra que le grignoter. Crevel est un rat bonhomme qui dit toujours oui et qui n'en fait qu'à sa tête. Il est vaniteux, il est passionné, mais son argent est froid. On n'a rien de ces cadets-là que 1000 ou 3000 francs par mois, et ils s'arrêtent devant la grosse dépense, comme des ânes devant une rivière. Ce n'est pas comme toi, mon vieux.
Tu es un homme à passion. On te ferait vendre ta patrie. Aussi, vois-tu, je suis prête à tout faire pour toi. Tu es mon père, tu m'as lancé. C'est sacré. Que te faut-il? Veux-tu 100 000 francs? On s'exterminera le tempérament pour te les gagner. Quant à te donner la pâtée et la niche, ce n'est rien. Tu auras ton couvert mis ici tous les jours. Tu peux prendre une belle chambre au second, et tu auras 100 écus par mois pour ta poche. Le baron, touché de cette réception, eut un dernier accès de noblesse. « Non, ma petite, non. Je ne suis pas venu pour me faire entretenir, dit-il. »« À ton âge, c'est un fier triomphe, dit-elle. »« Voici ce que je désire, mon enfant. Ton duc d'Hérouville a d'immenses propriétés en Normandie, et je voudrais être son régisseur sous le nom de Toul. J'ai la capacité, l'honnêteté, car on prend à son gouvernement, on ne vole pas pour cela dans une caisse. »« Hé hé, fit Josépha, qui a bu boira. Enfin, je ne demande qu'à vivre inconnu pendant 3 ans. »« Ça, c'est l'affaire d'un instant. Ce soir, après dîner, dit Josépha. Je n'ai qu'à parler. Le duc m'épouserait si je le voulais, mais j'ai sa fortune, je veux plus. Son estime. C'est un duc de la haute école. C'est noble, c'est distingué. C'est grand comme Louis XIV et comme Napoléon, mis l'un sur l'autre, quoique nain. Et puis, j'ai fait comme la Schontz avec Rochefide. Par mes conseils, il vient de gagner 2 millions. Mais écoute-moi, mon vieux pistolet. Je te connais, tu aimes les femmes, et tu courras là-bas après les petites Normandes qui sont des filles superbes. Tu te feras casser les os par les gars ou par les pères, et le duc sera forcé de te dégommer. Est-ce que je ne vois pas, à la manière dont tu me regardes, que le jeune homme n'est pas encore tué, chez toi, comme a dit Fénelon? Cette régie n'est pas ton affaire. On ne rompt pas comme on veut, vois-tu, vieux, avec Paris, avec nous autres. Tu crèverais d'ennui à Hérouville. « Que devenir ?» demanda le baron, « car je ne veux rester chez toi que le temps de prendre un parti. »« Voyons, veux-tu que je te case à mon idée? Écoute, vieux chauffeur, il te faut des femmes, ça console de tout. Écoute-moi bien. Au bas de la Courtille, rue Saint-Maur-du-Temple, je connais une pauvre famille qui possède un trésor, une petite fille, plus jolie que je ne l'étais à 16 ans. Ah, ton œil flambe déjà. Ça travaille 16 heures par jour à broder des étoffes précieuses pour les marchands de soieries et ça gagne 16 sous par jour, 1 sou par heure. Une misère. Et ça mange comme les Irlandais des pommes de terre, mais frites, dans de la graisse de rat, du pain 5 fois la semaine. Ça boit de l'eau de l'Ourcq, au tuyau de la ville, parce que l'eau de la Seine est trop chère. Et ça ne peut pas avoir d'établissement à son compte, faute de 6 ou 7 000 francs. Ça ferait les 100 horreurs pour avoir 7 ou 8 000 francs. Ta famille et ta femme t'embêtent, n'est-ce pas? D'ailleurs, on ne peut pas se voir rien là où l'en était Dieu. Un père sans argent et sans honneur, ça s'empaille et ça se met derrière un vitrage. Le baron ne put s'empêcher de sourire à ces atroces plaisanteries. Eh bien, la petite Bijou vient demain m'apporter une robe de chambre brodée. Un amour. Ils y ont passé 6 mois. Personne n'aura pareille étoffe. Bijou même. Car je lui donne des friandises et mes vieilles robes. Puis j'envoie des bons de pain, des bons de bois et de viande à la famille, qui casserait pour moi les 2 tibias à un premier sujet si je le voulais. Je tâche de faire un peu de bien. Ah, je sais ce que j'ai souffert quand j'avais faim. Bijou m'a versé dans le cœur ses petites confidences. Il y a, chez cette petite fille, l'étoffe d'une figurante de l'ambigu comique. Bijou rêve de porter de belles robes comme les miennes, et surtout d'aller en voiture. Je lui dirais « Ma petite, veux-tu d'un monsieur de… »« Qu'hectare » demanda-t-elle en s'interrompant. « 72 ?»« Je n'ai plus d'âge. »« Veux-tu, lui dirais-je, d'un monsieur de 72 ans, bien propret, qui ne prend pas de tabac, sain comme mon œil, qui vaut un jeune homme ? Tu te marieras avec lui au 13e. Il vivra bien gentiment avec vous, il vous donnera 7 000 francs pour être à votre compte. Il te meublera un appartement tout en acajou, puis, si tu es sage, il te mènera quelquefois au spectacle. Il te donnera 100 francs par mois pour toi et 50 francs pour la dépense. Je connais Bijou. C'est moi-même à 14 ans.
J'ai sauté de joie quand cette abominable crevelle m'a fait ces atroces propositions-là. Eh bien, vieux, tu seras emballé là pour 3 ans. C'est sage, c'est honnête, et ça aura d'ailleurs des illusions pour 3 ou 4 ans, pas plus. » Hulot n'hésitait pas. Son parti de refuser était pris. Mais, pour remercier la bonne et excellente cantatrice qui faisait le bien à sa manière, il eut l'air de balancer entre le vice et la vertu. « Ah, ça, tu restes froid comme un pavé en décembre, reprit-elle, étonnée. Voyons, tu fais le bonheur d'une famille composée d'un grand-père qui trotte, d'une mère qui s'use à travailler, et de 2 sœurs, dont une fort laide, qui gagne à elles 2 32 sous en se tuant les yeux. Ça compense le malheur dont tu es la cause chez toi, tu rachètes tes fautes en t'amusant comme une lorette à ma bille. » Hulot, pour mettre un terme à cette séduction, fit le geste de compter de l'argent. « Sois tranquille sur les voies et moyens, reprit Josépha. Mon duc te prêtera 10 000 francs. 7 000 pour un établissement de broderie au nom de Bijoux, 3 000 pour te meubler, et tous les 3 mois, tu trouveras 650 francs ici, sur un billet. Quand tu recouvreras ta pension, tu rendras au duc ces 17 000 francs-là. En attendant, tu seras heureux comme un coq en pâte, et perdu dans un trou à ne pas pouvoir être trouvé par la police. Tu te mettras en grosse redingote de castorine, tu auras l'air d'être un propriétaire aisé du quartier. Nomme-toi Toul, si c'est ta fantaisie. Moi, je te donne à Bijoux, comme un de mes oncles venus d'Allemagne en faillite, et tu seras chouchouté comme un dieu. Voilà, papa. Qui sait, peut-être ne regretteras-tu rien. Si par hasard tu t'ennuyais, garde une de tes belles pelures. Tu viendras ici me demander à dîner et passer la soirée. Moi, qui voulais devenir vertueux, rangé, tiens, fais-moi prêter 20 000 francs. Et je pars faire fortune en Amérique, à l'exemple de mon ami d'Aiglemont, quand Nucingen l'a ruiné. « Toi, s'écria Josépha, laisse donc les mœurs aux épiciers, aux simples tourlourous, aux citoyens français, qui n'ont que la vertu pour se faire valoir. Toi, tu es né pour être autre chose qu'un jobard. Tu es en homme ce que je suis en femme. Un génie, goût à peur. » La nuit porte conseil. Nous causerons de tout cela demain. Tu vas dîner avec le duc. Mon d'Hérouville te recevra poliment, comme si tu avais sauvé l'État. Et demain, tu prendras un parti. Allons, de la gaieté, mon vieux. La vie est un vêtement. Quand il est sale, on le brosse. Quand il est troué, on le raccommode. Mais on reste vêtu tant qu'on peut. Cette philosophie du vice et son entrain dissipèrent les chagrins cuisants de Hulot. Le lendemain, à midi, après un succulent déjeuner, Hulot vit entrer un de ces vivants chefs-d'œuvre que Paris, seul au monde, peut fabriquer à cause de l'incessant concubinage du luxe et de la misère, du vice et de l'honnêteté, du désir réprimé et de la tentation renaissante, qui rend cette ville l'héritière des Ninive, des Babylone et de la Rome impériale. Mademoiselle Olympe Bijoux, petite fille de 16 ans, montra le visage sublime que Raphaël a trouvé pour ses vierges, des yeux d'une innocence attristée par des travaux excessifs, des yeux noirs rêveurs, armés de longs cils, et dont l'humidité se desséchait sous le feu de la nuit laborieuse, des yeux assombris par la fatigue, mais un teint de porcelaine et presque maladif, mais une bouche comme une grenade entr'ouverte, un sein tumultueux, des formes pleines, de jolies mains, des dents d'un émail distingué, des cheveux noirs abondants, le tout ficelé d'indienne à 75 centimes le mètre, orné d'une collerette brodée, monté sur des souliers de peau sans clous et décoré de gants à 29 sous. L'enfant, qui ne connaissait pas sa valeur, avait fait sa plus belle toilette pour venir chez la grande dame. Le baron, repris par la main griffue de la volupté, sentit toute sa vie s'échapper par ses yeux. Il oublia tout devant cette sublime créature. Il fut comme le chasseur apercevant le gibier. Devant un empereur, on le met en joue. « Et, lui dit Josépha dans l'oreille, c'est garanti neuf, c'est honnête, et pas de pain. Voilà Paris, j'ai été ça. »« C'est dit, » répliqua le vieillard en se levant et se frottant les mains. Quand Olympe Bijoux fut partie, Josépha regarda le baron d'un air malicieux.
Si tu ne veux pas avoir du désagrément, papa, dit-elle, sois sévère comme un procureur général sur son siège. Tiens, la petite Ambride, sois Bartholo, gare aux Augustes, aux Hippolyte, aux Nestor, aux Victor, à tous les ors. Dame, une fois que ça sera vêtu, nourri, si ça lève la tête, tu seras mené comme un Russe. Je vais voir à t'emménager. Le duc fait bien les choses. Il te prête, c'est-à-dire il te donne 10 000 francs. Et il en met 8 chez son notaire qui sera chargé de te compter 600 francs tous les trimestres. Car je te crains. Suis-je gentille? Adorable. 10 jours après avoir abandonné sa famille, au moment où, tout en larmes, elle était groupée autour du lit d'Adeline mourante, et qui disait d'une voix faible « Que fait-il » Hector, sous le nom de Toul, rue Saint-Maur, se trouvait avec Olympe à la tête d'un établissement de broderie sous la déraison sociale Toul et Bijoux. Victorin Hulot reçut, du malheur acharné sur sa famille, cette dernière façon qui perfectionne ou qui démoralise l'homme. Il devint parfait. Dans les grandes tempêtes de la vie, on imite les capitaines qui, par les ouragans, allègent le navire des grosses marchandises. L'avocat perdit son orgueil intérieur, son assurance visible, sa morgue d'orateur et ses prétentions politiques. Enfin, il fut en homme ce que sa mère était en femme. Il résolut d'accepter sa Célestine, qui, certes, ne réalisait pas son rêve, et jugea sainement la vie en voyant que la loi commune oblige à se contenter, en toutes choses, d'à peu près. Il se jura donc, à lui-même, d'accomplir ses devoirs, tant la conduite de son père lui fit horreur. Ses sentiments se fortifièrent au chevet du lit de sa mère, le jour où elle fut sauvée. Ce premier bonheur ne vint pas seul. Claude Vignon, qui, tous les jours, prenait de la part du prince de Wissembourg le bulletin de la santé de madame Hulot, pria le député réélu de l'accompagner chez le ministre. « Son Excellence, lui dit-il, désire avoir une conférence avec vous sur vos affaires de famille. » Victorin Hulot et le ministre se connaissaient depuis longtemps. Aussi le maréchal le reçut-il avec une affabilité caractéristique et de bon augure. « Mon ami, dit le vieux guerrier, j'ai juré, dans ce cabinet, à votre oncle le maréchal, de prendre soin de votre mère. Cette sainte femme va recouvrer la santé, m'a-t-on dit. Le moment est venu de panser vos plaies. J'ai là 200 000 francs pour vous. Je vais vous les remettre. » L'avocat fit un geste digne de son oncle le maréchal. « Rassurez-vous, dit le prince en souriant, c'est un fidéicommis. Mes jours sont comptés, je ne serai pas toujours là. Prenez donc cette somme, et remplacez-moi dans le sein de votre famille. Vous pouvez vous servir de cet argent pour payer les hypothèques qui grèvent votre maison. Ces 200 000 francs appartiennent à votre mère et à votre sœur. Si je donnais cette somme à madame Hulot, son dévouement à son mari me ferait craindre de la voir dissipée. Et l'intention de ceux qui la rendent est que ce soit le pain de madame Hulot et celui de sa fille, la comtesse de Steinbock. Vous êtes un homme sage, le digne fils de votre noble mère, le vrai neveu de mon ami le maréchal. Vous êtes bien apprécié ici, mon cher ami, comme ailleurs. Soyez donc l'ange tutélaire de votre famille. Acceptez le legs de votre oncle et le mien. « Monseigneur, dit Hulot en prenant la main du ministre et la lui serrant, les hommes comme vous savent que les remerciements en paroles ne signifient rien. La reconnaissance se prouve. Prouvez-moi la vôtre, dit le vieux soldat. Que faut-il faire? Acceptez mes propositions, dit le ministre. On veut vous nommer avocat du contentieux de la guerre, qui, dans la partie du génie, se trouve surchargé d'affaires litigieuses à cause des fortifications de Paris. Puis avocat consultant de la préfecture de police et conseil de la liste civile. Ces 3 fonctions vous constitueront 18 000 francs de traitement et ne vous enlèveront point votre indépendance. Vous voterez à la Chambre selon vos opinions politiques et votre conscience. Agissez en toute liberté. Allez. Nous serions bien embarrassés si nous n'avions pas une opposition nationale. Enfin, un mot de votre oncle, écrit quelques heures avant qu'il ne rendît le dernier soupir, m'a tracé ma conduite envers votre mère, que le maréchal aimait bien. Mesdames Popinot, de Rastignac, de Navarins, d'Espard, de Grandlieu,
de Carigliano, de Lenoncourt et de la Bâtie ont créé pour votre chère mère une place d'inspectrice de bienfaisance. Ces présidentes de sociétés de bonnes œuvres ne peuvent pas tout faire. Elles ont besoin d'une dame probe qui puisse les suppléer activement, aller visiter les malheureux, savoir si la charité n'est pas trompée, vérifier si les secours sont bien remis à ceux qui les ont demandés, pénétrer chez les pauvres honteux, etc. Votre mère remplira la mission d'un ange. Elle n'aura de rapport qu'avec messieurs les curés et les dames de charité. On lui donnera 6 000 francs par an. Et ses voitures seront payées. Vous voyez, jeune homme, que du fond de son tombeau, l'homme pur, l'homme noblement vertueux, protège encore sa famille. Des noms tels que celui de votre oncle sont, et doivent être, une égide contre le malheur dans les sociétés bien organisées. Suivez donc les traces de votre oncle. Persistez-y, car vous y êtes. Je le sais. Tant de délicatesse, prince, ne m'étonne pas chez l'ami de mon oncle, dit Victorin. Je tâcherai de répondre à toutes vos espérances. Allez promptement, consolez votre famille. Ah, dites-moi, reprit le prince en échangeant une poignée de main avec Victorin. Votre père a disparu? Hélas, oui. Tant mieux. Ce malheureux a eu, ce qui ne lui manque pas d'ailleurs, de l'esprit. Il a des lettres de change à craindre. Ah, vous recevrez, dit le maréchal, 6 mois d'honoraires de vos 3 places. Ce paiement anticipé vous aidera sans doute à retirer ces titres des mains de l'usurier. Je verrai d'ailleurs Nuncingen, et peut-être pourrai-je dégager la pension de votre père, sans qu'il en coûte un liard, ni à vous, ni à mon ministère. Le père de France n'a pas tué le banquier. Nuncingen est insatiable, et il demande une concession de je ne sais quoi. À son retour, rue Plumet, Victorin put donc accomplir son projet de prendre chez lui sa mère et sa sœur. Le jeune et célèbre avocat possédait, pour toute fortune, un des plus beaux immeubles de Paris, une maison achetée en 1834, en prévision de son mariage, et située sur le boulevard entre la rue de la Paix et la rue Louis-le-Grand. Un spéculateur avait bâti sur la rue et sur le boulevard 2 maisons, au milieu desquelles se trouvait, entre 2 jardinets et des cours, un magnifique pavillon, débris des splendeurs du grand hôtel de Verneuil. Hulot fils, sûr de la dot de mademoiselle Crevel, acheta pour 1 million, au crier, cette superbe propriété sur laquelle il paya 500 000 francs. Il se logea dans le rez-de-chaussée du pavillon, en croyant pouvoir achever le paiement de son prix avec les loyers. Mais si les spéculations en maison à Paris sont sûres, elles sont lentes ou capricieuses, car elles dépendent de circonstances imprévisibles. Ainsi que les flâneurs parisiens ont pu le remarquer, le boulevard entre la rue Louis-le-Grand et la rue de la Paix fructifia tardivement. Il se nettoya, s'embellit avec tant de peine que le commerce ne vint étaler là qu'en 1840 ses splendides devantures, l'or des changeurs, les féeries de la mode et le luxe effréné de ses boutiques. Malgré 200 000 francs offerts à sa fille par Crevel dans le temps où son amour-propre était flatté de ce mariage, et lorsque le baron ne lui avait pas encore pris Josépha, malgré 200 000 francs payés par Victorin en 7 ans, la dette qui pesait sur l'immeuble s'élevait encore à 500 000 francs, à cause du dévouement du fils pour le père. Heureusement, l'élévation continue des loyers, la beauté de la situation, donnaient en ce moment toute la valeur aux 2 maisons. La spéculation se réalisait à 8 ans d'échéance, pendant lesquels l'avocat s'était épuisé à payer des intérêts et des sommes insignifiantes sur le capital dû. Les marchands proposaient eux-mêmes des loyers avantageux pour les boutiques, à condition de porter les baux à 18 années de jouissance. Les appartements acquéraient du prix par le changement du centre des affaires, qui se fixait alors entre la Bourse et la Madeleine, désormais le siège du pouvoir politique et de la finance à Paris. La somme remise par le ministre, jointe à l'année payée d'avance et au pot de vin consenti par les locataires, allait réduire la dette de Victorin à 200 000 francs. Les 2 immeubles de produits entièrement loués devaient donner 100 000 francs par an. Encore 2 années, pendant lesquelles Hulot fils allait vivre de ses honoraires doublés par les places du maréchal, il se trouverait dans une position superbe. C'était la manne tombée du ciel. Victorin pouvait donner à sa mère tout le 1er étage du pavillon et à sa sœur le 2e, où Lisbeth aurait 2 chambres.
Enfin, tenue par la cousine Bette, cette triple maison supporterait toutes ses charges et présenterait une surface honorable, comme il convenait au célèbre avocat. Les astres du palais s'éclipsaient rapidement. Et Hulot, fils, doué d'une parole sage, d'une probité sévère, était écouté par les juges et par les conseillers. Il étudiait ses affaires, il ne disait rien qu'il ne pût prouver, il ne plaidait pas indifféremment toutes les causes. Il faisait enfin honneur au barreau. Son habitation, rue Plumet, était tellement odieuse à la baronne qu'elle se laissa transporter rue Louis-le-Grand. Par les soins de son fils, Adeline occupa donc un magnifique appartement. On lui sauva tous les détails matériels de l'existence, car Lisbeth accepta la charge de recommencer les tours de force économique accomplis chez madame Marneffe, en voyant un moyen de faire peser sa sourde vengeance sur ces trois si nobles existences, objet d'une haine attisée par le renversement de toutes ses espérances. Une fois par mois, elle alla voir Valérie, chez qui elle fut envoyée par Hortense, qui voulait avoir des nouvelles de Wenceslas, et par Célestine, excessivement inquiète de la liaison avouée et reconnue de son père avec une femme à qui sa belle-mère et sa belle-sœur devaient leur ruine et leur malheur. Comme on le suppose, Lisbeth profita de cette curiosité pour voir Valérie aussi souvent qu'elle le voulait. 20 mois environ se passèrent, pendant lesquels la santé de la baronne se raffermit, sans que néanmoins son tremblement nerveux cessât. Elle se mit au courant de ses fonctions, qui présentaient de nobles distractions à sa douleur et un aliment aux divines facultés de son âme. Elle y vit d'ailleurs un moyen de retrouver son mari, par suite des hasards qui la conduisaient dans tous les quartiers de Paris. Pendant ce temps, les lettres de change de Vauvinet furent payées, et la pension de 6 000 francs, liquidée au profit du baron Hulot, fut presque libérée. Victorin acquittait toutes les dépenses de sa mère, ainsi que celles d'Hortense, avec les 10 000 francs d'intérêt du capital remis par le maréchal en fidéicommis. Or, les appointements d'Adeline étant de 6 000 francs, cette somme, jointe aux 6 000 francs de la pension du baron, devait bientôt produire un revenu de 12 000 francs par an, quitte de toute charge, à la mère et à la fille. La pauvre femme aurait eu presque le bonheur, sans ces perpétuelles inquiétudes sur le sort du baron, qu'elle aurait voulu faire jouir de la fortune qui commençait à sourire à la famille, sans le spectacle de sa fille abandonnée et sans les coups terribles que lui portait innocemment Lisbeth, dont le caractère infernal se donnait pleine carrière. Une scène qui se passa dans le commencement du mois de mars 1843 va d'ailleurs expliquer les effets produits par la haine persistante et latente de Lisbeth, toujours aidée par madame Marneffe. 2 grands événements s'étaient accomplis chez madame Marneffe. D'abord, elle avait mis au monde un enfant non viable, dont le cercueil lui valait 2 000 francs de rente. Puis, quant au sieur Marneffe, 11 mois auparavant, voici la nouvelle que Lisbeth avait donnée à la famille au retour d'une exploration à l'hôtel Marneffe. « Ce matin, cette affreuse Valérie, avait-elle dit, a fait demander le docteur Bianchon pour savoir si les médecins qui, la veille, ont condamné son mari ne se trompaient point. Ce docteur a dit que cette nuit même, cet homme immonde appartiendrait à l'enfer qui l'attend. Le père Crevel et madame Marneffe ont reconduit le médecin à qui votre père, ma chère Célestine, a donné 5 pièces d'or pour cette bonne nouvelle. Rentré dans le salon, Crevel a battu des entrechats comme un danseur. Il a embrassé cette femme et il criait « Tu seras donc enfin madame Crevel !» Et à moi, quand elle nous a laissés seuls en allant reprendre sa place au chevet de son mari qui râlait, votre honorable père m'a dit, avec Valérie pour femme, je deviendrai pair de France. J'achète une terre que je guette, la terre de Presles, que veut vendre madame de Cerisy. Je serai Crevel de Presles. Je deviendrai membre du conseil général de Seine-et-Oise et député. J'aurai un fils. Je serai tout ce que je voudrais être. Eh bien, lui ai-je dit, et votre fille ? Bah, c'est une fille, a-t-il répondu. Et elle est devenue par trop une Hulot. Et Valérie a ces gens-là en horreur. Mon gendre n'a jamais voulu venir ici. Pourquoi fait-il le mentor, le spartiate, le puritain, le philanthrope ? D'ailleurs, j'ai rendu mes comptes à ma fille, et elle a reçu toute la fortune de sa mère, et 200 000 francs de plus. Aussi suis-je maître de me conduire à ma guise.
Je jugerai mon gendre et ma fille lors de mon mariage. Comme ils feront, je ferai. S'ils sont bons pour leur belle-mère, je verrai. Je suis un homme, moi. Enfin, toutes ces bêtises. Et il se posait comme Napoléon sur la colonne. Les 10 mois du veuvage officiel, ordonné par le code Napoléon, étaient expirés depuis quelques jours. La terre de Presles avait été achetée. Victorin et Célestine avaient envoyé le matin même Lisbeth chercher des nouvelles chez madame Marneffe sur le mariage de cette charmante veuve avec le maire de Paris, devenu membre du conseil général de Seine-et-Oise. Célestine et Hortense, dont les liens d'affection s'étaient resserrés par l'habitation sous le même toit, vivaient presque ensemble. La baronne, entraînée par un sentiment de probité qui lui faisait exagérer les devoirs de sa place, se sacrifiait aux œuvres de bienfaisance dont elle était l'intermédiaire. Elle sortait presque tous les jours, de 11h à 5h. Les 2 belles-sœurs, réunies par les soins à donner à leurs enfants, qu'elles surveillaient en commun, restaient et travaillaient donc ensemble au logis. Elles en étaient arrivées à penser tout haut, en offrant le touchant accord de 2 sœurs, l'une heureuse, l'autre mélancolique. Belle, pleine de vie débordant, animée, rieuse et spirituelle, la sœur malheureuse semblait démentir sa situation réelle par son extérieur. De même que la mélancolique, douce et calme, égale comme la raison, habituellement pensive et réfléchie, eût fait croire à des peines secrètes. Peut-être ce contraste contribuait-il à leur vive amitié. Ces 2 femmes se prêtaient l'une à l'autre ce qui leur manquait. Assises dans un petit kiosque au milieu du jardinet que la truelle de la spéculation avait respecté par un caprice du constructeur, qui croyait conserver ses 100 pieds carrés pour lui-même, elle jouissait de ses premières pousses des lilas, fête printanière qui n'est savourée dans toute son étendue qu'à Paris, où durant 6 mois les Parisiens ont vécu dans l'oubli de la végétation, entre les falaises de pierre où s'agite leur océan humain. « Célestine, » disait Hortense en répondant à une observation de sa belle-sœur qui se plaignait de savoir son mari par un si beau temps à la chambre. « Je trouve que tu n'apprécies pas assez ton bonheur. Victorin est un ange, et tu le tourmentes parfois. Ma chère, les hommes aiment à être tourmentés. Certaines tracasseries sont une preuve d'affection. Si ta pauvre mère avait été non pas exigeante, mais toujours près de l'être, vous n'eussiez sans doute pas eu tant de malheur à déplorer. » « Lisbeth ne revient pas. Je vais chanter la chanson de Marlborough, » dit Hortense. « Comme il me tarde d'avoir des nouvelles de Wenceslas. De quoi vit-il? Il n'a rien fait depuis 2 ans. » Victorin, là, m'a-t-il dit, aperçu l'autre jour avec cette odieuse femme, et il suppose qu'elle l'entretient dans la paresse. Ah, si tu le voulais. Chère sœur, tu pourrais encore ramener ton mari. Hortense fit un signe de tête négatif. « Crois-moi, ta situation deviendra bientôt intolérable, » dit Célestine, en continuant. « Dans le premier moment, la colère et le désespoir, l'indignation t'ont prêté des forces. Les malheurs inouïs qui, depuis, ont accablé notre famille, 2 morts, la ruine, la catastrophe du baron Hulot, ont occupé ton esprit et ton cœur. Mais, maintenant que tu vis dans le calme et le silence, tu ne supporteras pas facilement le vide de ta vie. Et, comme tu ne peux pas, que tu ne veux pas sortir du sentier de l'honneur, il faudra bien se réconcilier avec Wenceslas. Victorin, qui t'aime tant, est de cet avis. Il y a quelque chose de plus fort que nos sentiments, c'est la nature. »« Un homme si lâche !» s'écria la fière Hortense. « Il aime cette femme parce qu'elle le nourrit. Elle a donc payé ses dettes. Elle ? Mon Dieu, je pense nuit et jour à la situation de cet homme. Il est le père de mon enfant, et il se déshonore. »« Vois ta mère, ma petite, » reprit Célestine. Célestine appartenait à ce genre de femmes qui, lorsqu'on leur a donné des raisons assez fortes pour convaincre des paysans bretons, recommencent, pour la 100e fois, leur raisonnement primitif. Le caractère de sa figure un peu plate, froide et commune, ses cheveux châtain clair, disposés en bandeaux roides, la couleur de son teint, tout indiquait en elle la femme raisonnable, sans charme, mais aussi sans faiblesse. La baronne voudrait bien être près de son mari déshonoré,
Le consoler, le cacher dans son cœur à tous les regards, dit Célestine en continuant. Elle a fait arranger là-haut la chambre de M. Hulot, comme si, d'un jour à l'autre, elle allait le retrouver et l'y installer. « Oh, ma mère est sublime, » répondit Hortense. « Elle est sublime, à chaque instant, tous les jours, depuis 26 ans. Mais je n'ai pas ce tempérament-là. Que veux-tu ? Je m'emporte quelquefois contre moi-même. Ah, tu ne sais pas ce que c'est, Célestine, que d'avoir à pactiser avec l'infamie. » « Et mon père ?» reprit tranquillement Célestine. « Il est certainement dans la voie où le tien a péri. Mon père a 10 ans de moins que le baron. Il a été commerçant, c'est vrai, mais comment cela finira-t-il ? Cette madame Marneffe a fait de mon père son chien. Elle dispose de sa fortune, de ses idées, et rien ne peut éclairer mon père. Enfin, je tremble d'apprendre que les bans de son mariage sont publiés. Mon mari tente un effort. Il regarde comme un devoir de venger la société, la famille, et de demander compte à cette femme de tous ses crimes. Ah, chère Hortense, de nobles esprits comme celui de Victorin, des cœurs comme les nôtres, comprennent trop tard le monde et ses moyens. Ceci, chère sœur, est un secret. Je te le confie, car il t'intéresse. Mais que pas une parole, pas un geste ne le révèle, ni à Lisbeth, ni à ta mère. À personne, car... « Voici Lisbeth, » dit Hortense. « Eh bien, cousine, comment va l'enfer de la rue Barbet ? » ?»« Mal pour vous, mes enfants. Ton mari, ma bonne Hortense, est plus ivre que jamais de cette femme, qui, j'en conviens, éprouve pour lui une passion folle. Votre père, chère Célestine, est d'un aveuglement royal. Ceci n'est rien, c'est ce que je vais observer tous les 15 jours. Et vraiment, je suis heureuse de n'avoir jamais su ce qu'est un homme. C'est de vrais animaux. Dans 5 jours d'ici, Victorin et vous, chère petite, vous aurez perdu la fortune de votre père. »« Les bans sont publiés, » dit Célestine. « Oui, » répondit Lisbeth. « Je viens de plaider votre cause. J'ai dit à ce monstre, qui marche sur les traces de l'autre, que, s'il voulait vous sortir de l'embarras où vous étiez, en libérant votre maison, vous en seriez reconnaissant, que vous recevriez votre belle-mère. » Hortense fit un geste d'effroi. « Victorin avisera, » répondit Célestine, froidement. « Savez-vous ce que monsieur le maire m'a répondu ?» reprit Lisbeth. « Je veux les laisser dans l'embarras. On ne dompte les chevaux que par la faim, le défaut de sommeil et le sucre. Le baron Hulot valait mieux que monsieur Crevel. Ainsi, mes pauvres enfants, faites votre deuil de la succession. Et quelle fortune! Votre père a payé les 3 millions de la terre de Presles, et il lui reste 30 000 francs de rente. Oh, il n'a pas de secret pour moi. Il parle d'acheter l'hôtel de Navarins, rue du Bac. Madame Marneffe possède, elle, 40 000 francs de rente. Ah, voilà notre ange gardien. Voici ta mère, s'écria-t-elle en entendant le roulement d'une voiture. La baronne, en effet, descendit bientôt le perron et vint se joindre au groupe de la famille. À 55 ans, éprouvée par tant de douleurs, tressaillant sans cesse comme si elle était saisie d'un frisson de fièvre, Adeline, devenue pâle et ridée, conservait une belle taille, des lignes magnifiques et sa noblesse naturelle. On disait en la voyant, elle a dû être bien belle. Dévorée par le chagrin d'ignorer le sort de son mari, de ne pouvoir lui faire partager dans cette oasis parisienne, dans la retraite et le silence, le bien-être dont sa famille allait jouir, elle offrait la suave majesté des ruines. À chaque lueur d'espoir évanouie, à chaque recherche inutile, Adeline tombait dans des mélancolies noires qui désespéraient ses enfants. La baronne, partie le matin avec une espérance, était impatiemment attendue. Un intendant général, l'obligé de Hulot, à qui ce fonctionnaire devait sa fortune administrative, disait avoir aperçu le baron dans une loge au théâtre de l'Ambigu-Comique, avec une femme d'une beauté splendide. Adeline était allée chez le baron Vernier. Ce haut fonctionnaire, tout en affirmant avoir vu son vieux protecteur et prétendant que sa manière d'être avec cette femme pendant la représentation accusait un mariage clandestin, venait de dire à madame Hulot que son mari, pour éviter de le rencontrer, était sorti bien avant la fin du spectacle. Il était comme un homme en famille,
et sa mise annonçait une gêne cachée, ajouta-t-il en terminant. « Eh bien, dirent les 3 femmes à la baronne. « Eh bien, Monsieur Hulot est à Paris. Et c'est déjà pour moi, répondit Adeline, un éclair de bonheur que de le savoir près de nous. »« Il ne paraît pas s'être amendé, dit Lisbeth, quand Adeline eut fini de raconter son entrevue avec le baron Vernier. Il se sera mis avec une petite ouvrière. Mais où peut-il prendre de l'argent ? Je parie qu'il en demande à ses anciennes maîtresses, à mademoiselle Jenny Cadine ou à Josépha. » La baronne eut un redoublement dans le jeu constant de ses nerfs. Elle essuya les larmes qui lui vinrent aux yeux et les leva douloureusement vers le ciel. « Je ne crois pas qu'un grand officier de la Légion d'honneur soit descendu si bas, dit-elle. « Pour son plaisir, reprit Lisbeth, que ne ferait-il pas ? Il a volé l'État, il volera les particuliers, il assassinera peut-être. »« Oh, Lisbeth !» s'écria la baronne, « garde ces pensées-là pour toi !» En ce moment, Louise vint jusqu'au groupe formé par la famille, auquel s'étaient joints les 2 petits Hulot et le petit Wenceslas, pour voir si les poches de leur grand-mère contenaient des friandises. « Qu'y a-t-il, Louise ?» demanda-t-on. « C'est un homme qui demande mademoiselle Fischer. »« Quel homme est-ce ?» dit Lisbeth. « Mademoiselle, il est en haillons. Il a du duvet sur lui comme un matelassier, il a le nez rouge, il sent le vin et l'eau-de-vie. C'est un de ces ouvriers qui travaillent à peine la moitié de la semaine. » Cette description peu engageante eut pour effet de faire aller vivement Lisbeth dans la cour de la maison de la rue Louis-le-Grand, où elle trouva l'homme fumant une pipe dont le culottage annonçait un artiste en fumerie. « Pourquoi venez-vous ici, père Chardin ?» lui dit-elle. « Il est convenu que vous serez tous les premiers samedis de chaque mois à la porte de l'hôtel Marneffe, rue Barbet-de-Jouy. J'en arrive, après y être resté 5 heures, et vous n'y êtes pas venu ?»« J'y suis été, ma respectable et charitable demoiselle, » répondit le matelassier. « Mais il y avait une poule d'honneur au Café des Savants, rue du Cœur-Volant, et chacun a ses passions. Moi, c'est le billard. Sans le billard, je mangerais dans l'argent, car saisissez bien ceci, dit-il, en cherchant un papier dans le gousset de son pantalon déchiré. Le billard entraîne le petit verre et la prune à l'eau-de-vie. C'est ruineux, comme toutes les belles choses, par les accessoires. Je connais la consigne. Mais le vieux est dans un si grand embarras que je suis venu sur le terrain défendu. Si notre crin était tout crin, on se laisserait dormir dessus. Mais il a du mélange. Dieu n'est pas pour tout le monde, comme on dit. Il a des préférences. C'est son droit. Voici l'écriture de votre parent estimable et très ami du matelas. C'est là son opinion politique. » Le père Chardin essaya de tracer dans l'atmosphère des zigzags avec l'index de sa main droite. Lisbeth, sans écouter, lisait ces 2 lignes. « Chère cousine, soyez ma providence. Donnez-moi 300 francs aujourd'hui. Hector. »« Pourquoi veut-il tant d'argent ?»« Le propriétaire, » dit le père Chardin, qui tâchait toujours de dessiner des arabesques. « Et puis, mon fils est revenu de l'Algérie par l'Espagne, Bayonne, et il n'a rien pris contre son habitude. Car c'est un garde infini, sous votre respect, mon fils. Que voulez-vous ? Il a faim. Mais il va vous rendre ce que nous lui prêterons, car il veut faire comme on dit. Il a des idées qui peuvent le mener loin. »« En police correctionnelle ? » reprit Lisbeth. « C'est l'assassin de mon oncle. Je ne l'oublierai pas. » »« Lui, saigner un poulet, il ne le pourrait pas. » »« Respectable demoiselle. »« Tenez, voilà 300 francs, » dit Lisbeth en tirant 15 pièces d'or de sa bourse. « Allez-vous-en, et ne revenez jamais ici. » Elle accompagna le père du garde-magasin des vivres d'Oran jusqu'à la porte, où elle désigna le vieillard ivre au concierge. « Toutes les fois que cet homme-là viendra, si, par hasard, il vient, vous ne laisserez pas entrer, et vous lui direz que je n'y suis pas. S'il cherchait à savoir si monsieur Hulot fils, si madame la baronne Hulot demeure ici, vous lui répondriez que vous ne connaissez pas ces personnes-là. C'est bien, mademoiselle. Il y va de votre place,
en cas d'une sottise, même involontaire, dit la vieille fille à l'oreille de la portière. Mon cousin, dit-elle à l'avocat qui rentrait, vous êtes menacé d'un grand malheur. Lequel? Votre femme aura, dans quelques jours d'ici, madame Marneffe pour belle-mère. C'est ce que nous verrons, répondit Victorin. Depuis 6 mois, Lisbeth payait exactement une petite pension à son protecteur, le baron Hulot, de qui elle était la protectrice. Elle connaissait le secret de sa demeure, et elle savourait les larmes d'Adeline à qui, lorsqu'elle la voyait gaie et pleine d'espoir, elle disait, comme on vient de le voir, « Attendez-vous à lire quelque jour le nom de mon pauvre cousin à l'article Tribunaux ?» En ceci, comme précédemment, elle allait trop loin dans sa vengeance. Elle avait éveillé la prudence de Victorin. Victorin avait résolu d'en finir avec cette épée de Damoclès, incessamment montrée par Lisbeth, et avec le démon femelle à qui sa mère et la famille devaient tant de malheur. Le prince de Wissembourg, qui connaissait la conduite de madame Marneffe, appuyait l'entreprise secrète de l'avocat. Il lui avait promis, comme promet un président du conseil, l'intervention cachée de la police pour éclairer Crevel et pour sauver toute une fortune des griffes de la diabolique courtisane à laquelle il ne pardonnait ni la mort du maréchal Hulot, ni la ruine totale du conseiller d'État. Ces mots, « Il en demande à ses anciennes maîtresses », dits par Lisbeth, occupèrent pendant toute la nuit la baronne. Semblable aux malades condamnés qui se livrent aux charlatans, semblable aux gens arrivés dans la dernière sphère dantesque du désespoir, ou aux noyés qui prennent des bâtons flottants pour des amarres, elle finit par croire la bassesse dont le seul soupçon l'avait indignée, et elle eut l'idée d'appeler à son secours une de ces odieuses femmes. Le lendemain matin, sans consulter ses enfants, sans dire un mot à personne, elle alla chez mademoiselle Josepha Mira, prima donna de l'Académie royale de musique, y chercher ou y perdre l'espoir qui venait de luire comme un feu follet. À midi, la femme de chambre de la célèbre cantatrice lui remettait la carte de la baronne Hulot, en lui disant que cette personne attendait à sa porte après avoir fait demander si mademoiselle pouvait la recevoir. « L'appartement est-il fait ?»« Oui, mademoiselle. »« Les fleurs sont-elles renouvelées ?»« Oui, mademoiselle. » Dis à Jean d'y donner un coup d'œil, que rien n'y cloche, avant d'y introduire cette dame, et qu'on ait pour elle les plus grands respects. Va, reviens m'habiller, car je veux être crânement belle. Elle alla se regarder dans sa psyché. Ficelons-nous, se dit-elle. Il faut que le vice soit sous les armes devant la vertu. Pauvre femme. Que me veut-elle? Ça me trouble, moi, de voir. Du malheur, auguste victime. Elle achevait de chanter cet air célèbre quand sa femme de chambre rentra. Madame, dit la femme de chambre, cette dame est prise d'un tremblement nerveux. Offrez de la fleur d'oranger, du rhum, un potage. C'est fait, mademoiselle, mais elle a tout refusé, en disant que c'était une petite infirmité, des nerfs agacés. Où l'avez-vous fait entrer? Dans le grand salon. Dépêche-toi, ma fille. Allons, mes plus belles pantoufles, ma robe de chambre en fleurs par bijoux. Tout le tremblement des dentelles. Fais-moi une coiffure à étonner une femme. Cette femme tient le rouleau posé au mien. Et qu'on dise à cette dame, car c'est une grande dame, ma fille. C'est encore mieux. C'est ce que tu ne seras jamais. Une femme dont les prières délivrent des âmes de votre purgatoire. Qu'on lui dise que je suis au lit, que j'ai joué hier, que je me lève. La baronne, introduite dans le grand salon de l'appartement de Josepha, ne s'aperçut pas du temps qu'elle y passa, quoiqu'elle y attendît une grande demi-heure. Ce salon, déjà renouvelé depuis l'installation de Josepha dans ce petit hôtel, était en soierie couleur massacre et or. Le luxe que jadis les grands seigneurs déployaient dans leurs petites maisons et dont tant de restes magnifiques témoignent de ces folies qui justifiaient si bien leur nom, éclatait avec la perfection due aux moyens modernes, dans les 4 pièces ouvertes, dont la température douce était entretenue par un calorifère à bouche invisible. La baronne, étourdie, examinait chaque objet d'art dans un étonnement profond.
Elle y trouvait l'explication de ses fortunes fondues au creuset sous lequel le plaisir et la vanité attisent un feu dévorant. Cette femme, qui depuis 26 ans vivait au milieu des froides reliques du luxe impérial, dont les yeux contemplaient des tapis à fleurs éteintes, des bronzes dédorés, des soieries flétries comme son cœur, entrevit la puissance des séductions du vice en voyant les résultats. On ne pouvait point ne pas envier ces belles choses, ces admirables créations auxquelles les grands artistes inconnus qui font le Paris actuel et sa production européenne avaient tous contribué. Là, tout surprenait par la perfection de la chose unique. Les modèles étant brisés, les formes, les figurines, les sculptures étaient tout originales. C'est là le dernier mot du luxe aujourd'hui. Posséder des choses qui ne soient pas vulgarisées par 2000 bourgeois opulents qui se croient luxueux quand ils étalent des richesses dont sont encombrés les magasins. C'est le cachet du vrai luxe. Le luxe des grands seigneurs modernes, étoiles éphémères du firmament parisien. En examinant des jardinières pleines de fleurs exotiques les plus rares, garnies de bronze ciselé et fait dans le genre dit de boule, la baronne fut effrayée de ce que cet appartement contenait de richesses. Nécessairement, ce sentiment dut réagir sur la personne autour de qui ces profusions ruisselaient. Adeline pensa que Josépha Mira, dont le portrait dû au pinceau de Joseph Bridau brillait dans le boudoir voisin, était une cantatrice de génie, une Malibran, et elle s'attendit à voir une vraie lionne. Elle regretta d'être venue, mais elle était poussée par un sentiment si puissant, si naturel, par un dévouement si peu calculateur, qu'elle rassembla son courage pour soutenir cette entrevue. Puis elle alla satisfaire cette curiosité qui la poignait, d'étudier le charme que possédaient ces sortes de femmes, pour extraire tant d'or des gisements avares du sol parisien. La baronne se regarda pour savoir si elle ne faisait pas tache dans ce luxe, mais elle portait bien sa robe en velours à guimpe, sur laquelle s'étalait une belle collerette en magnifique dentelle. Son chapeau de velours en même couleur lui seyait. En se voyant encore imposante comme une reine, toujours reine même quand elle est détruite, elle pensa que la noblesse du malheur valait la noblesse du talent. Après avoir entendu ouvrir et fermer des portes, elle aperçut enfin Josépha. La cantatrice ressemblait à la Judith d'Aloris, gravée dans le souvenir de tous ceux qui l'ont vue dans le palais Pitti, auprès de la porte d'un grand salon. Même fierté de pose, même visage sublime, des cheveux noirs tordus sans apprêt, et une robe de chambre jaune à 1000 fleurs brodées, absolument semblable au brocart dont est habillé l'immortel homicide créé par le neveu du Bronzino. « Madame la baronne, vous me voyez confondue de l'honneur que vous me faites en venant ici, » dit la cantatrice qui s'était promis de bien jouer son rôle de grande dame. Elle avança elle-même un fauteuil ganache à la baronne et prit pour elle un pliant. Elle reconnut la beauté disparue de cette femme et fut saisie d'une pitié profonde en la voyant agitée par ce tremblement nerveux que la moindre émotion rendait convulsif. Elle lut d'un seul regard cette vie sainte que jadis Hulot et Crevel lui dépeignaient. Et non seulement elle perdit alors l'idée de lutter avec cette femme, mais encore elle s'humilia devant cette grandeur qu'elle comprit. La sublime artiste admira ce dont se moquait la courtisane. « Mademoiselle, je viens amenée par le désespoir qui fait recourir à tous les moyens. » Un geste de Josépha fit comprendre à la baronne qu'elle venait de blesser celle de qui elle attendait tant, et elle regarda l'artiste. Ce regard plein de supplication éteignit la flamme des yeux de Josépha qui finit par sourire. Ce fut entre ces deux femmes un jeu muet d'une horrible éloquence. « Voici 2 ans et demi que M. Hulot a quitté sa famille, et j'ignore où il est, quoique je sache qu'il habite Paris, » reprit la baronne d'une voix émue. « Un rêve m'a donné l'idée, absurde peut-être, que vous avez dû vous intéresser à M. Hulot. Si vous pouviez me mettre à même de revoir M. Hulot, ah, mademoiselle, je prierais Dieu pour vous,
tous les jours, pendant le temps que je resterai sur cette terre. 2 grosses larmes qui roulèrent dans les yeux de la cantatrice en annoncèrent la réponse. « Madame, dit-elle avec l'accent d'une profonde humilité, je vous ai fait du mal sans vous connaître. Mais maintenant que j'ai le bonheur, en vous voyant, d'avoir entrevu la plus grande image de la vertu sur la terre, croyez que je sens la portée de ma faute. J'en conçois un sincère repentir. Aussi, comptez que je suis capable de tout pour la réparer. » Elle prit la main de la baronne, sans que la baronne eût pu s'opposer à ce mouvement. Elle la baisa de la façon la plus respectueuse, et alla jusqu'à l'abaissement en pliant un genou. Puis elle se releva, fière comme lorsqu'elle entrait en scène dans le rôle de Mathilde, et sonna. « Allez, dit-elle à son valet de chambre, allez à cheval, et crevez-le s'il le faut. Trouvez-moi la petite Bijou, rue Saint-Maur-du-Temple. Amenez-la moi. Faites-la monter en voiture et payez le cocher pour qu'il arrive au galop. Ne perdez pas une minute. Ou je vous renvoie. » « Madame, dit-elle en revenant à la baronne et lui parlant d'une voix pleine de respect, vous devez me pardonner. Aussitôt que j'ai eu le duc d'Hérouville pour protecteur, je vous ai renvoyé le baron en apprenant qu'il ruinait pour moi sa famille. Que pouvais-je faire de plus? Dans la carrière du théâtre, une protection nous est nécessaire à toutes au moment où nous y débutons. Nos appointements ne soldent pas la moitié de nos dépenses. Nous nous donnons donc des maris temporaires. Je ne tenais pas à monsieur Hulot, qui m'a fait quitter un homme riche, une bête vaniteuse. Le père Crevel m'aurait certainement épousée. »« Il me l'a dit, » fit la baronne en interrompant la cantatrice. « Eh bien, voyez-vous, madame, je serais une honnête femme aujourd'hui, n'ayant eu qu'un mari légal. »« Vous avez des excuses, mademoiselle, » dit la baronne. « Dieu les appréciera. Mais moi, loin de vous faire des reproches, je suis venue au contraire contracter envers vous une dette de reconnaissance. »« Madame, j'ai pourvu voici bientôt 3 ans aux besoins de monsieur le baron. »« Vous ?» s'écria la baronne, à qui des larmes vinrent aux yeux. « Ah, que puis-je pour vous? Je ne puis que prier. Moi et monsieur le duc d'Hérouville, reprit la cantatrice, un noble cœur, un vrai gentilhomme. » Et Josépha raconta l'emménagement et le mariage du père Toul. « Ainsi, mademoiselle, dit la baronne, mon ami, grâce à vous, n'a manqué de rien. »« Nous avons tout fait pour cela, madame. »« Et où se trouve-t-il ? » ?»« Monsieur le duc m'a dit, il y a 6 mois environ, que le baron, connu de son notaire sous le nom de Toul, avait épuisé les 8 000 francs qui devaient n'être remis que par partie égale de 3 en 3 mois, répondit Josépha. Ni moi, ni monsieur d'Hérouville, nous n'avons entendu parler du baron. Notre vie, à nous autres, est si occupée, si remplie, que je n'ai pu courir après le père Toul. Par aventure, depuis 6 mois, Bijou, ma brodeuse, comment dirais-je ? Sa maîtresse, dit madame Hulot. Sa maîtresse, répéta Josépha, n'est pas venue ici. Mademoiselle Olympe Bijou pourrait fort bien avoir divorcé. Le divorce est fréquent dans notre arrondissement. Josépha se leva, fourragea les fleurs rares de ses jardinières et fit un charmant, un délicieux bouquet pour la baronne, dont la tante était, disons-le, entièrement trompée. Semblable à ces bons bourgeois qui prennent les gens de génie pour des espèces de monstres mangeant, buvant, marchant, parlant, tout autrement que les autres hommes, la baronne espérait voir Josépha la fascinatrice, Josépha la cantatrice, la courtisane spirituelle et amoureuse, et elle trouvait une femme calme et posée, ayant la noblesse de son talent, la simplicité d'une actrice qui se sait reine le soir, et enfin, mieux que cela, une fille qui rendait par ses regards, par son attitude et ses façons, un plein et entier hommage à la femme vertueuse, à la Mater Dolorosa de l'hymne saint, et qui en fleurissait les plaies, comme en Italie on fleurit la Madone. « Madame, » vint dire le valet, revenu au bout d'une demi-heure, « la mère Bijou est en route.
Mais il ne faut pas compter sur la petite Olympe. La brodeuse de madame est devenue bourgeoise. Elle est mariée. « En détrempe ?» demanda Josépha. « Non, madame, vraiment mariée. Elle est à la tête d'un magnifique établissement. Elle a épousé le propriétaire d'un grand magasin de nouveautés où l'on a dépensé des millions, sur le boulevard des Italiens. Et elle a laissé son établissement de broderie à ses sœurs et à sa mère. Elle est madame Grenouville. Ce gros négociant... »« Un Crevel !»« Oui, madame, » dit le valet. Il a reconnu 30 000 francs de rente au contrat de mademoiselle Bijoux. Sa sœur aînée va, dit-on, aussi épouser un riche boucher. « Votre affaire me semble aller bien mal, » dit la cantatrice à la baronne. « Monsieur le baron n'est plus où je l'avais casé. » 10 minutes après, on annonça madame Bijoux. Josépha, par prudence, fit passer la baronne dans son boudoir en tirant la portière. « Vous l'intimideriez, dit-elle à la baronne. Elle ne lâcherait rien en devinant que vous êtes intéressé à ses confidences. Laissez-moi la confesser. Cachez-vous là, vous entendrez tout. Cette scène se joue aussi souvent dans la vie qu'au théâtre. »« Eh bien, mère Bijoux, dit la cantatrice à une vieille femme enveloppée d'étoffe dite tartan, et qui ressemblait à une portière endimanchée. Vous voilà tous heureux. Votre fille a eu de la chance. »« Oh, heureuse. Ma fille nous donne 100 francs par mois, et elle va en voiture, et elle mange dans de l'argent. Elle est millionnaire. Olympe aurait bien pu me mettre hors de peine. À mon âge, travailler, est-ce un bienfait ? » ?»« Elle a tort d'être ingrate, car elle vous doit sa beauté, » reprit Josépha. « Mais pourquoi n'est-elle pas venue me voir ? C'est moi qui l'ai tirée de peine en la mariant à mon oncle. Oui, madame, le père Toul, mais il est ben vieux, ben cassé. Qu'en avez-vous donc fait ? Est-il chez vous ? Elle a eu bien tort de s'en séparer. Le voilà riche à millions. »« Oh, Dieu de Dieu, fit la mère Bijoux. C'est ce qu'on lui disait quand elle se comportait mal avec lui, qu'était la douceur même, pauvre vieux. Ah, le faisait-elle trimer ? Olympe a été pervertie, madame. »« Et comment ? » ?»« Elle a connu, sous votre respect, madame, un claqueur, petit-neveu d'un vieux matelassier du faubourg Saint-Marceau. Ce feignant, comme tous les jolis garçons, un souteneur de pièces, quoi. Elle a coqueluche du boulevard du Temple, où il travaille aux pièces nouvelles, et soigne les entrées des actrices, comme il dit. Dans la matinée, il déjeune. Avant le spectacle, il dîne pour se monter la tête. Enfin, il aime les liqueurs et le billard de naissance. C'est pas un état, cela, que je disais à Olympe. « C'est malheureusement un état, » dit Josépha. Enfin, Olympe avait la tête perdue pour ce gars-là, qui, madame, ne voyait pas bonne compagnie, à preuve qu'il a failli être arrêté dans l'estaminet où sont les voleurs. Mais pour lors, monsieur Braulard, le chef de la claque, l'a réclamé. Ça porte des boucles d'oreilles en or, et ça vit de ne rien faire au crochet des femmes qui sont folles de ces bels hommes-là. Il a mangé tout l'argent que monsieur Toul donnait à la petite. L'établissement allait fort mal. Ce qui venait de la broderie allait au billard. Pour lors, ce gars-là, madame, avait une sœur jolie, qui faisait le même état que son frère, une pas grand-chose, dans le quartier des étudiants. « Une Laurette de la Chaumière, » dit Josépha. « Oui, madame, » dit la mère Bijoux. « Donc, Idamore, il se nomme Idamore, c'est son nom de guerre, car il s'appelle Chardin. Idamore a supposé que votre oncle devait avoir bien plus d'argent qu'il ne le disait, et il a trouvé moyen d'envoyer, sans que ma fille s'en doutât, Élodie, sa sœur. Il lui a donné un nom de théâtre. Chez nous, comme ouvrière. Oh Dieu de Dieu, qu'elle y a mis tout sans dessus-dessous. Elle a débauché toutes ces pauvres filles qui sont devenues indécrottables sous votre respect. Et elle a tant fait qu'elle a pris pour elle le père Toul, et elle l'a emmené. Que nous ne savons pas où. Que ça nous a mis dans un embarras, rapport à tous les billets. Nous sommes encore, au jour d'aujourd'hui, sans pouvoir payer. Mais ma fille qui est là-dedans veille aux échéances. Quand Idamore a évu le vieux à lui, rapport à sa sœur, il a laissé là ma pauvre fille, et il est maintenant avec une jeune première des funambules.
Et de là, le mariage de ma fille, comme vous allez voir. »« Mais vous savez où demeure le matelassier ?» demanda Josépha. « Le vieux père Chardin ? Est-ce que ça demeure, ça ? Il est ivre dès 6 heures du matin, il fait un matelas tous les mois. Il est toute la journée dans les estaminets borgnes. Il fait les poules. »« Comment ? Il fait les poules ? C'est un fier coq. »« Vous ne comprenez pas, madame. C'est la poule au billard. Il en gagne 3 ou 4 tous les jours, et il boit. »« Des laits de poule, dit Josépha. Mais Idamore fonctionne au boulevard, et en s'adressant à mon ami Braulard, on le trouvera. »« Je ne sais pas, madame, vu que ces événements-là se sont passés il y a 6 mois. Idamore est un de ces gens qui doivent aller à la correctionnelle. De là à Melun, et puis dame. »« Auprès, dit Josépha. « Ah, madame sait tout, dit en souriant la mère Bijou. Si ma fille n'avait pas connu cet être-là, elle serait... Mais elle a eu bien de la chance, tout de même, vous me direz, car monsieur Grenouville en est devenu amoureux au point qu'il l'a épousée. »« Et comment ce mariage-là s'est-il fait ? » ?»« Par le désespoir d'Olympe, madame, quand elle s'est vue abandonnée pour la jeune première à qui elle a trempé une soupe. Ah, l'a-t-elle giroflétée ? Et qu'elle a eu perdu le père Toul qui l'adorait. Elle a voulu renoncer aux hommes. Pour lors, monsieur Grenouville, qui venait acheter beaucoup chez nous, 200 écharpes de Chine brodées par trimestre, l'a voulu consoler. Mais, vrai ou non, elle n'a voulu entendre à rien qu'avec la mairie et l'église. « Je veux être honnête, disait-elle, toujours, ou je me péris. » Et elle a tenu bon. Monsieur Grenouville a consenti à l'épouser à la condition qu'elle renoncerait à nous. Et nous avons consenti. « Moyennant finance, dit la perspicace Josépha. « Oui, madame, 10 000 francs, et une rente à mon père qui ne peut plus travailler. »« J'avais prié votre fille de rendre le père Toul heureux, et elle me l'a jeté dans la crotte. Ce n'est pas bien. Je ne m'intéresserai plus à personne. Voilà ce que c'est que de se livrer à la bienfaisance. La bienfaisance n'est décidément bonne que comme spéculation. Olympe devait au moins m'avertir de ce tripotage-là. Si vous retrouvez le père Toul, d'ici à 15 jours, je vous donnerai 1000 francs. C'est bien difficile, ma bonne dame, mais il y a bien des pièces de 100 sous dans 1000 francs, et je vais tâcher de gagner votre argent. Adieu, madame Bijou.